Et salut les jet-skieurs, jet-skieuses, c'est Madjet, j'espère que vous allez bien. Et ben décidément 2021 commence très très fort avec le retour de Yamaha sur le jet à bras, avec le nouveau Superjet SJ4 qui vient remplacer son célèbre Superjet Twin Carb et qui vient clairement talonner sur les pas du Kawasaki XXR 15F. Donc va y avoir un gros bras de fer entre les deux concurrents cette année, ça va s'annoncer très 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 serré. Et justement, dans cette histoire, on pourrait se dire, Sidou, pourquoi Sidou ne fait que des jets à selle, pourquoi ils se sont jamais lancés dedans pour certains d'entre vous, vous vous êtes sans doute dit, non, Sidou, ils ont fait que des jets à selle. Eh ben, pas vraiment. Il s'avère que en fait, dans les années 2000, Sidou a fait une tentative de jet à bras modulaire, en l'occurrence le Sidou 3D, et je vous propose à travers l'histoire du jet ski aujourd'hui de revenir sur l'histoire de ce jet très atypique. Allez, c'est parti! Donc, pour que vous compreniez un peu le contexte, à la fin des années 90, Sidou a sorti quand même des modèles très célèbres, entre autres le Sidou XP Limited. J'en avais parlé entre autres sur l'épisode consacré à l'espagnol Álvaro de Marichalar sur sa traversée de Rome à New York en jet ski. Donc je vous invite à voir cet épisode si ce n'est pas déjà fait. Mais Sidou a une réputation entre guillemets de jet ski un petit peu merguez, problème de fiabilité, qualité des plastiques, étanchéité, isolation qui est quand même très en décalé par rapport à ses principaux concurrents japonais, en particulier Yamaha, qui eux ont une réputation de jet beaucoup plus solide, voire parfois même increvable. Donc à partir des années 2000, Sidou va commencer à lancer tout un tas d'innovations en force et manque de peu d'ailleurs la conversion du 2 temps au 4 temps avec le Sidou GTX 4 Tech. Ils vont se faire devancer de peu par le Yamaha FX 140 qui au niveau Yamaha s'avérera être entre guillemets une merguez, c'est-à-dire que c'est un jet qui est relativement fiable mais en même temps qui est pas un foudre de guerre. Pour en avoir eu un avant mon VX, je sais ce que c'est. Et par la suite, ensuite Yamaha dérivera avec le VX 110 et plus tard le FX 160 et ainsi de suite. Donc Sidou va sortir pas mal d'innovations à ce niveau-là. Un système de réduction du bruit et parmi les plus célèbres innovations, à la fin des années 2000, la mise en place du célèbre freinage IBR, donc le freinage et marche arrière immédiate qui agit directement au lieu d'agir avec la poignée sur le côté. Et parmi ces innovations, le bureau d'études à un moment de Sidou développe un prototype qu'il dénomme le Barracuda. Donc ils partent sur certaines coques qu'ils ont. Et à partir de 2005, Sidou lance sur le marché le 3D à travers deux modèles, le basique et le premium. Le basique, lui, n'est disponible que en version jet à bras et il n'est pas modulaire, contrairement au modèle premium qui lui a de base soit la version jet à bras, soit une version dite motocross qui s'apparente finalement à une sorte de Wave Blaster pour ceux qui ont connu. Donc le Sidou 3D est avant toute chose homologué pour une personne, c'est un jet à bras modulaire. À ça, on peut ensuite le transformer, soit en version avec une conduite à genoux, soit une version avec une barre qui permet de le conduire un peu dans l'esprit du Kawasaki X2
pour ceux qui ont connu. D'ailleurs, le 15F aussi a la possibilité de faire cette conversion aujourd'hui. Et on pourrait se demander, avec tout ça, pourquoi ce modèle a disparu, est arrivé aussi vite que ce qu'il a disparu. Et bien en fait, il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, d'emblée, au niveau des prix, le 3D en basique est quand même vendu 6500 $. C'est le même prix qu'un Superjet Twin Carb, mais c'est quand même nettement plus cher qu'un Kawasaki SX. Le Premium, lui, déjà monte la facture à 7300 $. Et comme j'expliquais, il faut rajouter 3 options. Une option pour le siège façon carte à 600 $, une option pour mettre des inserts pour les genoux à 300 $, et la barre pour le conduire de façon X2. Donc au total, si vous preniez le 3D en premium avec toutes les options, la facture quand même grimpait à 8500 $. Et pour ce prix-là, pour 8500 $, vous trouviez déjà des jets à bras, des jets à selle en 3 places, beaucoup mieux équipés, beaucoup plus confortables et beaucoup plus compétitifs. Donc ça, c'était le premier problème qu'il avait, c'est-à-dire que commercialement, il n'était pas très compétitif par rapport au rapport qualité-prix. Le deuxième problème qu'il avait, c'était au niveau de ses dimensions. Il faisait quand même 2,72 m de long, 1,12 m de large et 92 cm de hauteur. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est environ 50 cm de plus en longueur, en largeur et 30 cm de plus en hauteur. A titre de comparaison, le Yamaha Superjet Twin Carb faisait 2,24 m de long, 68 cm de large et à peu près 66 cm de haut. De plus, le 3D avait un poids qui était assez conséquent, il était quand même à 277 kg pour seulement un moteur de 110 chevaux, ce qui donnait un rapport de poids-puissance de 2,50 kg par chevaux, contre 1,80 kg par chevaux pour le Superjet Twin Carb, presque plus léger de 150 kg avec un poids total de 132 kg et un moteur qui développait 73 chevaux. Et ce détail a son importance parce que du coup le 3D n'a pas attiré pour la compétition et a encore moins attiré pour le freestyle. Les pratiquants de jet à bras vont plus se tourner sur les Superjets de Yamaha, sur les SX de Kawasaki et plus tard aussi pas sur les Rickster pour faire du freestyle. Donc les ventes vont très rapidement s'avérer décevantes entre 2005 et 2006. Sido va tenter un dernier sursaut donc en faisant une évolution du moteur du 3D en présentant donc le 3D DI qui sera lui disponible en 130 chevaux. Mais là encore, bien qu'il soit avec toutes les options disponibles, il faut quand même débourser 8300 $ pour avoir un jet qui au final ne sera pas plus poussif que la première génération de 3D. Et c'est simple, après cet échec, à partir de 2008, il sera purement et simplement retiré du marché. Alors aujourd'hui, finalement, qu'est-ce qui reste de ce jet ? Eh bien, c'est un produit qui est un petit peu comme la Renault Avantime, c'est-à-dire que ça fait partie un peu de ces engins en fait qui ont fait un bid à leur sortie, mais qui finalement sont devenus plus célèbres par le passé. Aujourd'hui par exemple, c'est un engin qui amène une certaine cote, c'est très difficile d'en trouver un parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup qui se soient vendus, donc ça suscite finalement une certaine curiosité. Et puis
On peut aussi saluer trois choses avec ce jet. C'est que c'est encore aujourd'hui le seul jet à bras de la marque Sea-Doo. C'est encore aujourd'hui le plus grand jet si on prend les dimensions en longueur, en largeur et en hauteur de tous les temps aujourd'hui. Il n'y a aucun jet, par exemple, même si le SXR 15F est plus gros que le SX d'origine, et pareil aussi pour le jet à bras, ça ne prend pas des proportions qui sont dantesques comme le sont par exemple le 3D. Et puis, j'ajouterai également qu'il était un tout petit peu précurseur de certaines variantes aujourd'hui, puisque son descendant, le Sea-Doo Spark, aujourd'hui, est disponible en version carte avec certaines conversions, monoplace, où vous pouvez le conduire avec un volant machin. Il paraît que c'est assez fun à conduire, j'ai pas eu l'occasion encore d'en tester un, mais les retours sont vraiment très enthousiastes à ce sujet. Donc voilà, c'était l'histoire un peu de ce jet très atypique, mais qui n'aura pas laissé indifférent en dépit de sa courte carrière durant les années 2000. J'espère que cet épisode vous aura plu. Au passage, merci encore, j'ai eu beaucoup de retours sur l'épisode consacré à Alvaro de Marichalar. Il y a plein de gens qui ont aimé cet épisode. Et d'ici ma prochaine vidéo, bah écoutez, moi je vous fais plein de petites gâchettes et je vous dis à une prochaine. Allez, salut, ciao!